Alors, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui, dans le cadre de nos webinaires du groupe de travail de la transition écologique de la UGC, donc Alliance HQE, qui va nous présenter l'outil TestGEM. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires avec l'Alliance HQE. C'est le 3e webinaire. Avant de donner la parole à Gwen Lesec, qui va donc nous présenter cet outil TestGEM, je vais vous rappeler rapidement quels sont les objectifs de notre groupe de travail. Donc, nous avons plusieurs actions. Et l'une de ces actions, c'est de proposer des webinaires sur la pause de midi à un certain nombre d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Donc, vous avez ici de rappeler les webinaires que nous avons organisés depuis la création de ce groupe de travail. Donc, les derniers webinaires sur 2024-2025. Donc, c'est un cycle qu'on a initié. Donc, plusieurs outils ont été présentés. Des outils pour faire de la CV comme Syogène avec la base de données Diogène, l'outil Olist, l'outil Pléiade Comfy et également, donc, comme je le disais, ce cycle de webinaires avec Alliance HQE, avec une première présentation qui avait été faite au mois de juin. La présentation de l'outil Décarbone plus Rénovation il y a une quinzaine de jours, et donc aujourd'hui l'outil TestGEM. Très rapidement, notre groupe de travail transition écologique au sein de l'Association universitaire de génie civil a pour but de promouvoir l'enseignement de la transition écologique et de valoriser les projets de recherche en lien avec la transition écologique. Donc, il y a des actions vis-à-vis de la recherche et vis-à-vis de l'enseignement, plusieurs actions, les webinaires dont je vous parlais, mais également des ateliers participatifs en ligne qui vont voir comment l'enseignement de la transition écologique aujourd'hui a sa place dans nos formations. Et la veille des rencontres universitaires de génie civil qui ont lieu au mois de mai-juin chaque année. On a une journée pour aider à enseigner la transition écologique sur des thèmes spécifiques. Cette année, le thème sera sur enseigner les matériaux géosourcés. Également, nous avons d'autres actions telles que créer des documents de veille sur des sujets, tels qu'en ce moment, on crée des documents de veille sur les outils ACV et la biodiversité. Voilà. Nous avons également différentes communications, dont notre page web et également la chaîne YouTube sur laquelle nous avons le replay des différents webinaires. Je vais tout de suite passer la parole donc à Gwen Lesec, qui va nous présenter l'outil TestGEM. Vous pouvez partager, je pense. Bonjour, oui, je vais partager mon écran. Alors, normalement, ça devrait fonctionner, c'est en train de charger. Ça me met que c'est en train. J'espère que ça va partager. Alors, c'est toujours en train de charger. Bon, bah, je vais faire autrement si ça ne marche pas comme ça. Ça commence bien. Alors, vous ne voyez rien, hein? Non, on vous voit, vous, pour l'instant. Vous me voyez, moi. Bon, bah écoutez, alors je vais faire autrement. Puisque ça ne marche pas comme ça. Vous avez l'onglet en haut à gauche partagé, normalement. En haut à droite, pardon. Ouais, c'est ce que je vais faire en effet. J'utilisais la fonction partagée dans Teams de PowerPoint, mais a priori, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, alors, je ne vous vois plus. Donc, là, on voit c'est tout bon. C'est parfait. C'est bon pour vous. Bon, bah, parfait. Donc, bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un enjeu majeur du secteur du bâtiment qui est l'économie circulaire et la circularité. Et donc,
l'outil que je vais vous présenter traite de la question de comment mieux intégrer l'économie circulaire dans l'évaluation environnementale des projets de construction. Donc, je m'appelle Gwen Le Serre, je suis donc chargée de mission à l'Alliance HQE-GBC. Et ce que je vous propose, c'est de vous parler juste 2 minutes de l'Alliance HQE-GBC avant de plonger dans les affres de cet outil-là. Alors, l'Alliance HQE-GBC, c'est l'Alliance des professionnels pour un cadre de vie durable. C'est une association reconnue d'utilité publique qui fête ses 30 ans cette année. Donc, on regroupe les acteurs de toute la chaîne de valeur du bâtiment et de l'aménagement autour de la recherche d'un cadre de vie durable. On peut dire que notre ADN, c'est d'encourager une approche globale et multicritère des performances environnementales, sanitaires ou économiques des bâtiments et des opérations d'aménagement. Et cette vision, ce que je voudrais dire, c'est que c'est, à notre sens, la seule qui soit réellement durable, c'est-à-dire qu'on peut passer de la thématique du carbone, de la thermique au carbone, du carbone à la biodiversité, puis à la protection de l'eau. Toutes ces expertises, elles sont essentielles en elles-mêmes, mais aucune ne vaut si elles déséquilibrent les autres. Et donc, la démarche HQE pour haute qualité environnementale, elle repose sur cette approche globale pour anticiper les futures réglementations, innover de manière collaborative et produire des outils comme l'outil que je vous présente aujourd'hui. Alors, pourquoi l'économie circulaire dans le bâtiment? Enfin, je pense qu'en tant qu'enseignant, vous connaissez déjà ça très bien. Ce qu'on peut dire, c'est que le bâtiment, ça reste un des plus grands consommateurs de ressources et un des plus gros producteurs de déchets également. Vous avez sûrement les chiffres en tête, mais le BTP, c'est 70% des déchets produits en France. Hein, le secteur du bâtiment, c'est 40 à 50 millions de tonnes par an, soit 6 000 à 7 000 tours Eiffel de gravats chaque année. J'aime bien ce chiffre-là, c'est assez parlant généralement. Donc le secteur du bâtiment est aussi responsable de 35 à 40% des ressources extraites dans le monde. Et en Europe, on est plus proche des 50%, notamment au niveau des matières minérales comme le sable ou encore le calcaire. Donc cette pression croissante sur les ressources naturelles, l'impact climatique, la production de déchets, ça impose que nous réinventions en fait notre système et notre économie pour passer d'une économie linéaire, donc où on extrait, on utilise et on jette, à une économie circulaire où chaque matériau va être réutilisé, valorisé ou transformé. Mais c'est pour véritablement réussir ce changement, on a besoin d'outils pour mesurer, pour évaluer et pour agir, et c'est là que GEM entre en jeu. GEM vient combler un manque, celui des indicateurs de matérialité et d'économie circulaire dans l'évaluation environnementale des bâtiments. Alors, pourquoi mesurer la circularité dans le bâtiment? Je viens de le dire, hein, on a besoin de passer à cette économie circulaire, mais les grands maîtres du management moderne nous disent depuis le début du 19e siècle qu'on n'améliore que ce qu'on mesure. Et dans nos projets, on va transformer des tonnes de matière, mais sans mesure précise. Et donc, on pilote beaucoup au ressenti quand on parle d'économie circulaire et de réemploi. La RE 2020, elle a permis de mettre le carbone au centre des projets grâce à l'ACV, c'est quelque chose d'indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, grâce à cet ACV, les projets vont produire énormément de données environnementales, mais qui ne sont pas exploitées. Et pourtant, ces données, elles sont considérables et elles nous permettent justement de mieux comprendre la matérialité réelle des bâtiments, c'est-à-dire les quantités de matière mobilisées et les trajectoires dans le temps. Donc, GEM, ça va permettre de répondre à ces questions-là. Quelle est la part de matière secondaire qu'on a mobilisée dans le bâtiment? Combien de composants ont été réemployés ou réutilisés? Quelle est la part de biosourcés? Et que deviendront tous ces matériaux en fin de vie. C'est là qu'est utile GEM. Donc GEM, on va rentrer maintenant un peu plus dans l'outil. GEM, bon, pour gestion et modélisation de la matérialité pour une économie circulaire. Hein, le mot GEM, il est là pour indiquer la ressource semi-précieuse que constituent les bâtiments. C'est un outil qui cherche à évaluer
la performance environnementale en matière d'économie circulaire. Il ne remplace pas des outils de conception, ni des outils d'ACV, ni des démarches ou des certifications. C'est vraiment un outil qui va apporter une lecture complémentaire centrée sur les flux des opérations. Donc, c'est un outil qui est simple et gratuit. C'est un outil qui a été développé donc, par l'Alliance HQ en partenariat avec le CSTV, le bureau d'études EVA Conseil, avec un soutien financier de l'ADEME. Et son objectif, c'est de fournir une méthode automatisée pour évaluer la matérialité d'un bâtiment. C'est donc son point fort, c'est qu'il est très simple, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les données déjà produites dans le cadre de la RE 2020, sur le fichier réglementaire qui s'appelle le RS2E. Et donc, je vais vous... Alors, oui, c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu, on va rentrer dans le fonctionnement de l'outil pour vous expliquer ce qu'il fait exactement. Donc, une fois que vous avez créé un compte sur l'outil, vous allez pouvoir créer un projet et l'outil va fonctionner exclusivement à partir des données disponibles dans les RS2E des projets, sans exiger de saisie complémentaire. Donc, il accepte les fichiers RS2E au format RE2020, en format XLM ou ZIP. Il s'appuie donc sur les déclarations environnementales qui sont contenues, qui ont été utilisées pour l'ACV, en fait. Et donc, il va aller faire le lien directement avec la base INIES pour extraire les informations relatives aux produits de construction qui sont disponibles donc, via ce web service INIES. Il va aller chercher notamment les masques, leur durée de vie, les scénarios de fin de vie. Et ces données sont ensuite structurées pour produire les indicateurs dont on va parler juste après. Pour vous dire un petit peu plus, j'imagine que vous connaissez la base INIES, mais pour reprendre, pardon, dans la base INIES, on va avoir la décomposition de l'unité fonctionnelle du produit. Par exemple, 1 mètre carré d'isolant, l'unité fonctionnelle, c'est 1 mètre carré de fenêtre type. Et dans ce mètre carré, on va trouver la décomposition matière de chaque élément. Par exemple, pour une fenêtre de X kilos de PVC ou de bois, eh bien, on va avoir 3 kilos de verre plat, du métal pour les poignées. Et c'est ça qui va permettre de remonter toutes les informations de matière dans l'outil GEM. Donc l'outil, il va ensuite regarder les flux entrants, les flux sortants, l'intensité de transport, mais également les quantités totales de matière mises en place. Le fonctionnement méthodologique, c'est qu'il coupe donc ce qu'on appelle l'analyse des flux de matière, la méthode MFA pour Material Flow Analysis, et l'approche ACV. Donc, on va regarder les flux entrants, c'est quelle quantité de matière est utilisée, quelle est la part de matériaux vierges, recyclés, réemployés. On va regarder les flux internes, comment ces matériaux sont transformés, stockés, remplacés au fil du temps. Et on va regarder les flux sortants, c'est-à-dire en fin de vie, quelles sont les quantités de matériaux réemployables, recyclables ou destinés à l'élimination. La MFA, donc cette analyse des flux de matière, c'est un outil très puissant, mais aussi très chronophage quand il est fait manuellement. Et c'est pour ça qu'on a développé l'outil GEM. L'outil va remonter également certains paramètres ACV, le réchauffement climatique ou l'épuisement des ressources abiotiques. Sur les indicateurs calculés par l'outil maintenant. Alors, je vous ai pris une extraction d'écran, on ira voir plus précisément dans le détail. L'outil va fournir, donc je vous ai dit, des indicateurs en orange ici, qui sont les quantités globales du projet, en quelque sorte. Et pardon, je ne vous l'ai pas dit, tous les résultats sont exprimés en kilogrammes par mètre carré de surface de référence. Pourquoi ça? Parce que ça permet de faire des comparaisons ensuite entre les ouvrages, puisqu'on ramène tout à une surface au mètre carré. Les pourcentages que vous voyez, donc on va avoir la matière entrante en vert clair, la matière sortante, et puis des indicateurs plus globaux que sont la matière totale mise en œuvre dans le bâtiment. Donc la quantité de matière totale mise en œuvre sur toute la durée de vie du bâtiment,
Donc ça, elle est extraite directement de la CV. Et ce chiffre, il est important car il permet d'évaluer la masse totale des matériaux mobilisés sur tout le cycle de vie du projet. Cet indicateur, il est couplé à un indicateur, on peut le coupler à l'indicateur de réchauffement climatique total, qui est directement celui de la RE 2020 dans ce cas-là. Et puis à l'indicateur d'épuisement des ressources abiotiques qui correspond à la quantité de ressources rares qui a été utilisée dans le projet. Donc ça permet de voir vraiment le poids des bâtiments. Pour cet outil calcule aussi, donc en orange toujours, la matière biosourcée mise en œuvre. Ça, c'est une donnée qui, à l'époque du développement de l'outil, n'était pas directement exploitable. Maintenant, on calcule un stock carbone, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, on a mis en place un algorithme qui va chercher dans les différentes fiches environnementales de référence les références aux matériaux biosourcés. Donc, c'est des champs lexicaux qu'on va chercher pour avoir une estimation du total de matériaux biosourcés qui est utilisé dans le projet. Donc, c'est un indicateur qui est de plus en plus plébiscité par les maîtrises d'ouvrage. Donc, je vous ai dit également, on a des indicateurs de circularité en entrée. Donc, on va regarder, donc l'outil va distinguer la matière vierge, même s'il ne l'affiche pas directement. Et là, on va s'intéresser justement à l'économie circulaire, où on va regarder la matière secondaire entrante et la matière réemployée ou réutilisée. La matière secondaire, c'est la matière en fait recyclée qui est incluse dans les matériaux de construction. Donc ces indicateurs, ils permettent d'interroger en fait la sobriété et l'effort en termes de circularité du projet. Ensuite, on va avoir des indicateurs de sortie qui sont donc les flux sortants. On va regarder là aussi les indicateurs spécifiques à l'économie circulaire. Ces indicateurs, ils se basent sur les scénarios de fin de vie des déclarations environnementales. Donc, ils ne sont pas très précis à l'heure actuelle, mais avec la REP PMCB, il devrait s'affiner d'ici les prochaines, enfin, au fur et à mesure que les déclarations environnementales sont mises à jour. Donc, là, en flux sortant, on va regarder les matériaux qui sont destinés au recyclage, les composants destinés au réemploi à la réutilisation. Il y a des indicateurs également complémentaires qui sont proposés par l'outil, des indicateurs de transport globaux. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont liés à l'approvisionnement des produits et équipements et au flux sortant. Et ça va permettre d'évaluer la distance parcourue par chacun des composants. C'est des hypothèses donc réglementaires. Ça ne reflète pas les conditions logistiques, mais ça permet d'avoir une première estimation sur un niveau plutôt national. L'idée, ça serait à terme d'affiner cet outil-là pour avoir une notion de localité et de pouvoir intégrer vraiment les efforts de boucle locale. Ensuite, l'outil, il va vous permettre de visualiser de différentes manières. Donc, on va aller le voir le plus près, mais donc il y a un mode radar pour observer l'eau par l'eau. On a des modes histogramme également. Et puis ensuite, c'est peut-être là où on reprend le plus la méthode MFA, c'est les diagrammes de Sankey, les diagrammes de flux globaux. Donc on a en flux global ou par l'eau. La largeur du flux permet de visualiser les ordres de grandeur et les déséquilibres. Et donc du côté gauche, de ce côté-là, vous avez tout ce qui est matière entrante. Donc là, on voit que sur ce cas-là, la matière vierge est très importante par rapport à la matière secondaire. Et puis, à droite, vous avez tout ce qui est flux sortant et destination des flux sortants. Vous allez aussi avoir un autre affichage en camembert spécifique à la matière biosourcée. Je suis passée très vite, mais je pense que c'est mieux si je vous montre exactement comment ça se passe au niveau de l'outil, si ça vous convient. Alors, je vais arrêter le partage. Ah, on ne vous entend plus, là. Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, pardon. Je vais basculer sur l'outil pour qu'on échange un petit peu plus sur comment ça se passe. Alors, je vais partager ma fenêtre et pour vous montrer ce qui se passe exactement et comment on l'utilise. Est-ce que vous voyez ma fenêtre avec l'outil?
Oui, très bien. Très bien. Vous avez ici la page d'accueil de l'outil. En haut, vous trouverez dans le à propos, vous allez avoir la méthode de calcul qui est proposée, si vous voulez rentrer dans les détails. Et dans FAQ, en fait, c'est une notice d'utilisation sur le domaine d'application, les données nécessaires et comment est-ce qu'on interprète derrière les résultats. Donc ça peut vous aider à mieux comprendre le fonctionnement et ce que ça signifie. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous aurez à renseigner un compte, c'est très simple, hein, c'est quelques champs uniquement. Puis vous pourrez vous connecter. Donc je me connecte directement. Quand vous allez vous connecter, vous allez arriver sur une page d'accueil qui reprend toute la liste des projets que vous avez déjà créés, avec les dates de création, de modification. Et donc, vous allez pouvoir créer un nouveau projet. La création du projet, ça se passe quand on importe un RS2E. Donc, je vais importer un RS2E. Donc, je vous ai dit un format zip ou XML. Le mieux, c'est quand même un format zip pour avoir l'ensemble des données, et notamment des fiches configurées. On va en parler après. Donc, vous importez le projet. Il va immédiatement faire... Alors, immédiatement, ça peut prendre quelques secondes quand on a une connexion un peu lente comme la mienne. Il va modifier le nom, enfin il va vous proposer un nom de projet que vous pourrez modifier ensuite, si ça veut pas. Voilà. Donc là, je vais mettre démo, comme ça je saurai, je pourrais le supprimer. Et donc à ce stade, l'outil va indiquer que plusieurs fiches, il a déjà été faire le lien avec la base Ignes, et il va m'indiquer que plusieurs fiches issues de la base Ignes ont été mises à jour depuis la production du fichier RS2E. Donc concrètement, le projet a été calculé à un instant donné avec des versions des déclarations environnementales qui, depuis, ont connu une mise à jour. Donc l'outil propose de mettre à jour les données. Donc là, vous pouvez sélectionner ou pas si vous voulez que les fiches soient mises à jour. Donc là, on va les laisser, on va mettre à jour. Et donc, vous tombez ensuite sur un écran avec 3 onglets particuliers. Les fiches configurées qui étaient disponibles dans le fichier zip. Donc, ça remonte toutes les fiches configurées. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin que je vous explique un peu plus comment fonctionnent les fiches configurées. Vous avez les éléments réemployés ou réutilisés qui sont produites par l'ACV et les équipements techniques qui ont été renseignés. Alors, plusieurs choses au sujet de ça. Concernant les éléments réemployés ou réutilisés, cet onglet permet de traiter un cas particulier lié aux conventions de la réglementation environnementale 2020, c'est-à-dire que les composants issus du réemploi ou de la réutilisation sont considérés comme ayant un impact carbone nul dans le calcul réglementaire. Et donc ça va conduire souvent à une absence de déclaration détaillée dans les ACV et donc dans les fichiers RS2E, notamment en termes de masse et de matérialité. Donc GEM, ça va permettre ici de venir compléter manuellement les éléments de réemploi. C'est-à-dire que si vous voulez ajouter un composant de réemploi qui n'est pas présent dans votre analyse de cycle de vie, puisque le poids carbone est nul, vous pouvez cliquer sur ajouter un composant de réemploi, vous le nommez, et vous allez associer une fiche approchante, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble. Par exemple, si dans ce projet-là, j'ai des fenêtres en bois qui ont été réemployées, je vais aller chercher une fenêtre de réemploi. On va prendre celle-ci, hein, c'est pas très grave, je la supprimerai après. Vous pouvez mettre le lot auquel c'est affecté. Hein, donc, on va mettre les menuiseries dans la menuiserie et les quantités en mètres carrés. Il faut bien être vigilant à l'unité. Et donc ça va venir l'ajouter à la CV initiale. C'est pareil sur les équipements techniques. Dans la méthode RE2020 simplifiée, ces éléments-là sont modélisés à l'aide de données forfaitaires. Et les valeurs forfaitaires, elles permettent d'avoir un impact carbone, mais elles ne permettent pas d'avoir de données massiques. Donc, en fonction de la réalisation de l'étude et de la finesse que vous voulez avoir dans l'étude GEM, vous pouvez aller compléter les composants de ces lots. Là, dans ce lot-là, dans cette ACV-là, il y avait déjà
des équipements techniques qui avaient été proposés. Donc, ce n'était pas uniquement forfaitaire que le projet était fait. Donc, une fois que vous avez rempli les éléments de réemploi, les équipements techniques et les fiches configurées, c'est-à-dire que dans les versions XML, il va falloir aller chercher manuellement les fiches configurées qui sont rentrées dans la CV, vous allez pouvoir lancer la simulation. Donc, lancer la simulation, ça va vous demander quelques minutes, non, quelques secondes, pardon. Ça dépend en fait du poids de votre RS2E. Et donc, vous allez ensuite avoir plusieurs onglets disponibles une fois que la simulation est faite. Donc, tout d'abord, les hypothèses de modélisation, qui va synthétiser toutes les hypothèses, tout ce que vous avez renseigné en plus par rapport au RS2E. Et puis ensuite, on va pouvoir rentrer dans les résultats. Donc, tout d'abord, on a un indicateur par lot. Donc, ça permet de regarder donc, les indicateurs matière entrant, sortant ou totaux sur l'ensemble des lots du projet. Donc, c'est un peu illisible. Donc, là, on a une lecture par diagramme radar où chaque axe du radar correspond à un lot. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller regarder un peu plus dans le détail en désélectionnant des indicateurs. Donc, la matière totale mise en œuvre dans le projet, forcément, elle est très importante. Donc, pour mieux voir, eh bien, on va pouvoir désélectionner les indicateurs qui ne nous intéressent pas pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce projet. Donc là, par exemple, si je me focalisais sur la matière entrante, bah, je regarde, on voit que c'est le lot 3 qui pèse le plus, ce qui n'est pas très, très surprenant. Et donc, ça permet de voir lot par lot où se situent les flux de matière. Donc, voilà, ce radar-là, il permet de voir simplement où est la matière dans le bâtiment. On peut également s'amuser à regarder les indicateurs de réchauffement climatique en fonction des lots. Enfin, voilà, ça permet d'avoir une approche assez détaillée. Mais souvent, on a besoin d'entrer un petit peu plus dans le détail et c'est pour ça qu'on a un onglet qui s'appelle lot détaillé. Et là, vous allez pouvoir regarder lot par lot les éléments. Alors, une petite précision sur les lots. Les lots, c'est bien l'arborescence qui est liée à la méthode RE2020. Donc répartis en 13 lots. Ces lots-là, vous les retrouvez dans la méthode. Et donc, dans chaque lot est divisé en sous-lots. Donc là, par exemple, si on choisit le lot 3, qui est le lot le plus, celui qui avait le plus d'impact, on va dire, le plus de masse, vous allez avoir ici la décomposition en sous-lot. Si vous appuyez sur le plus, eh bien, vous allez retrouver toutes les déclarations environnementales qui sont relatives au sous-lot. Donc, ça permet de rentrer dans des niveaux de détail assez fins. Alors, j'ai un problème de connexion, il semblerait. Non, c'est bon. Donc, sur les différents indicateurs de circularité, donc on peut aller s'amuser à regarder un petit peu ce qui se passe plus précisément. Si on regarde, on a aussi une indication sous forme d'histogramme pour pouvoir comparer les choses de manière plus visuelle. Et là aussi, je vous encourage à décocher les indicateurs qui ne vous intéressent pas pour pouvoir étudier vraiment ce qui pour vous présente de l'intérêt. Donc voilà, là on voit que sur ce sous-lot 3, c'est le sous-lot 3.1 qui a le plus de matière, c'est de la matière entrante première, secondaire, donc issue du recyclage. Et ça, c'est la matière sortante. Donc si on veut se concentrer encore sur la matière entrante, ben, voilà, on peut regarder d'où viennent les matériaux de manière un peu plus précise. Donc là, on a une lecture très précise de ce qui se passe dans chaque lot et chaque sous-lot. Donc, on va voir jusqu'aux composants. Vous avez donc des pourcentages. Les pourcentages, ils sont toujours faits par rapport à la masse totale du bâtiment. Donc, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Sur les autres indicateurs que nous avons, donc on a des indicateurs globaux. Donc ça rassemble les indicateurs calculés sur toute l'échelle du bâtiment dans son ensemble.
c'est des flux en valeur absolue et normalisée, donc par mètre carré de surface de référence. Ça permet vraiment une comparaison très rapide entre les projets et une lecture très macro. Les indicateurs, comme je vous l'ai dit, donc là, pour le moment, c'est pas trop exploitable ou de manière très, très grossière, on va dire. Et ensuite, là où c'est le plus intéressant, on a le diagramme de flux. Donc, vous l'avez de manière globale, mais vous l'avez également par lot. Donc, les lots 4 à 13, les lots 1 à 7, qui sont le plus fréquemment modélisés dans les ACV. En fonction du transport global également. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à avoir cette lecture-là des flux de matière. Cette visualisation donc par lot que vous retrouvez là, vous pouvez choisir vos lots, elle est très parlante vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage. Tout de suite, on voit la matière vierge qui rentre et puis où ça peut aller en fin de vie. Vous avez des fonctions d'export sous forme Excel disponible à l'impression, donc en PDF. Et donc voilà, globalement. Ah oui, puis je ne vous ai pas montré quand même, ça peut être intéressant. Alors sur ce projet-là, il y a très peu de matière biosourcée, mais vous avez aussi l'indicateur de matière biosourcée. Et là, on voit que c'est simplement 0,8% du projet. Donc très peu, mais sur certains projets, ça peut monter beaucoup plus haut. Je suis désolée, c'était très rapide, mais je vous propose que si vous avez des questions, on les balaye maintenant. Si vous voulez voir des points plus précis sur l'outil, également, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. La présentation était vraiment très claire, très pédagogique et quand on enseigne ces matières-là, très, très intéressantes. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais déjà laisser la parole aux autres personnes si elles ont des questions particulières et sinon, je me permettrai de vous poser les miennes. Est-ce que parmi les personnes qui sont là, il y a des questions? Non? Alors, c'est un outil. Ah oui, vas-y, Christelle. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok, Oui. super. Moi, j'avais une question. Donc, merci pour la présentation, effectivement, qui était très claire. Est-ce que dans le projet, il y a possibilité de comparer des projets entre eux ou est-ce que c'est juste projet par projet? Alors non, l'outil ne permet pas ça, c'est projet par projet. Par contre, la comparaison est relativement simple étant donné qu'on a des fichiers exportables sous format Excel. Il suffit de les exporter sous Excel et de faire des comparaisons directement sous Excel. C'est vraiment pas très compliqué à ce niveau-là. Mais c'est vrai que l'outil ne permet pas encore des comparaisons. C'est une demande qu'on a des utilisateurs, par contre, de pouvoir avoir ces comparaisons, mais également le traitement à l'échelle du parc ou alors le carbone évité par les matériaux de réemploi. Enfin voilà, on a beaucoup de propositions de développement supplémentaires de cet outil-là. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci Christelle. Alors, je vais rebondir là-dessus. Alors, c'est vrai que moi, ça m'a particulièrement intéressée parce que j'étais familiarisée avec l'outil Elodie développé initialement par le CSTB et on retrouve des organigrammes qui sont, enfin des graphes qui sont assez proches. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle bien. Moi, j'aurais une question. Vous avez dit on travaille à partir d'un fichier RS2E importé. Ça veut dire qu'en fait, c'est une prévision d'économie circulaire pour le projet quand il sera en fin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne permet pas de travailler sur un bâtiment existant, sauf si ce bâtiment existant a été modélisé avec l'édition d'un RS2E. Mais comme la RE 2020 ne s'applique pas en rénovation, en fait, pour l'instant, si je comprends bien, c'est comment mon bâtiment que je conçois aujourd'hui, j'ai son ACV faite alors avec le côté RE 2020 et derrière, je vais regarder sa potentialité en termes d'économie circulaire dans le futur. Alors, il y a deux choses. En effet, ça ne s'applique pour le moment qu'au bâtiment neuf, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de méthodologie ACV sur la rénovation de fixer avec des éditions possibles de RS2E, l'outil ne peut pas fonctionner. Concernant ce que l'outil présente, donc l'outil ne
présente pas que les flux et le potentiel d'économie circulaire. L'outil présente aussi l'effort qui a été fait en conception sur les éléments de circularité, c'est-à-dire on va regarder quelle est la part des matériaux recyclés qui sont entrés dans la composition des produits et équipements, et on va regarder quelle est la part du réemploi également qui a été prévu dans le projet. Donc ça donne une photo également de ce qui se passe au moment où le projet est livré, en fait. Donc c'est vraiment un élément d'évaluation de la matérialité et de la circularité au moment où le projet il est livré. Est livré. C'est vraiment de l'évaluation, ce n'est pas une aide à la conception. Tout à fait. Ça me permet de rebondir sur ce que vous venez de dire. Toutes les données en termes de matérialité, donc de potentialité de réemploi, recyclage, réutilisation, d'économie circulaire, sont basées sur les données extraites des FDES. Il n'y a pas de renseignements supplémentaires, c'est-à-dire c'est en fonction des indicateurs flux, des indicateurs matières premières secondaires qui sont extraites et on va dire combinées et centralisées. C'est bien ça. Exactement. Il n'y a pas d'infos autres. Non, il n'y a pas d'infos autres. On se base uniquement sur les déclarations environnementales des produits de construction. Et de ce fait, comment est comptabilisée la quantité de matière biosourcée? Alors, c'est ce que j'expliquais, on avait besoin de cet indicateur-là puisque c'est un indicateur qui, dans les textes réglementaires, fait partie de l'économie circulaire, la quantité de matière biosourcée. Mais il n'y a pas, en effet, dans les déclarations environnementales, de champ spécifique à cette matière biosourcée. Ma question. Maintenant, il y a le stock C qui apparaît, mais donc, en fait, on a créé un algorithme. Donc, l'algorithme va chercher un champ lexical lié à la matière biosourcée. Donc, on a créé toute une liste qui inclut le bois, la paille, les copeaux, des éléments comme ça. Donc, l'algorithme va rechercher ces termes-là et faire remonter les masses affectées aux composants spécifiques qui incluent ces éléments. Tout à fait. D'accord. C'était le sens de ma question. Est-ce que c'est le carbone biogénique? Non, il y a un comptage supplémentaire. Donc ça, c'est un comptage supplémentaire. C'est vraiment massique. Ouais. Bah, ça, c'est vraiment bien. Je crois que j'ai fait à peu près, oui, le tour des questions. Ouais. Et d'accord. Et l'outil n'entend pas évoluer pour justement, il ne peut pour l'instant fonctionner qu'à partir d'un fichier RS2E exporté. On ne peut pas derrière se dire, bah voilà, je modélise un bâtiment, comme était l'ancien, on va dire, outil Elodie, je renseigne mes données, enfin je source mes FDES sur l'INIES et derrière je peux faire le calcul. Il faut absolument avoir fait le calcul sur un autre outil en amont. Oui, c'est ça. On peut pas le faire autrement, puisque là, du coup, c'est très chronophage et enfin, pour les professionnels, ça amène à faire une double ACV, en fait, Bien si on sûr. fait ça. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait pour que ce soit le plus rapide possible, puisque le plus rapide possible dit plus utilisé par les acteurs de la construction. Tout à fait. Là, je parlais au côté pédagogique. Ah oui, le côté pédagogique, malheureusement. Ça peut être bien qu'on fasse, voilà, on prend une petite maison, les étudiants le modélisent, ils sourcent les FDES, hop, ils font ça, quoi. Voilà. Là-dessus, je peux regarder. Alors moi, j'étais pas là à l'origine du projet, mais c'est un projet qui a débuté dès 2019 sur tout le travail autour de l'analyse de flux de matière. Et donc, on a eu un premier test HQE performance où des bureaux d'études ont été le faire manuellement, ce calcul-là. Donc, je peux essayer de retrouver les fichiers Excel qui ont servi à faire ça, peut-être, et dans ces cas-là, le faire par le biais d'un fichier Excel simplement. Je peux essayer de voir si je retrouve ça et vous le transmettre le cas échéant. Ah bah, si ça vous intéresse. Oui. Non, parce que bien sûr, on peut faire, je dirais, la CV sur un outil, on récupère le RS2E, mais voilà, ça nécessite qu'ils aient eu finalement la pratique du TPACV avant de passer à celui-là. Bon, c'est assez classique. Bah oui. Cet enchaînement qui se passe dans les entreprises et qui est logique, nous, parfois, on ne l'a pas toujours de la même manière quand on leur fait faire de la CV. L'idéal, c'est qu'ils aient avant modélisé BIM, qu'ils aient avant modélisé pour avoir le fichier thermique, etc. Et ce n'est pas toujours en correspondance avec les enseignements qu'on fait. Donc, avoir des fichiers tout faits nous est parfois utile. Voilà. Je vais regarder ce que je peux faire là-dessus. Ça devrait être possible si jamais je remets la main sur ces archives-là. Parfait.
Moi, de mon côté, on va dire que j'ai fait le tour des questions. Donc, on va vous… Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, peut-être, parmi les participants? Non? Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas, si vous manipulez l'outil et si vous avez des questions, à me recontacter. Je suis disponible pour ça, parce que c'est un outil qui demande d'être manipulé. Oui, tout à fait. On ne maîtrise pas. Tout à fait. Disons pour qu'on manipule, il faut qu'on ait un RS2E. Parce que justement, moi, je fais encore travailler les étudiants sur le Elodie. Alors, et là, on était encore, j'avais un projet qui existait, mais qui était au fiche format A1. Et là, je suppose qu'on est au fiche format A2. Donc, si j'extrais mon RS2E actuel, il va pas marcher sur votre outil, je pense. Si, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Oui, normalement, l'outil accepte encore les fiches A1. Ah, super. Ça, alors, du coup, je vais pouvoir le tester parce que j'ai un projet qui fonctionne, mais qui a été modélisé en A1. Donc, ça va me permettre de le tester. Mais sinon, c'est vrai que nous, il faut qu'on récupère un RS2E d'un projet pour pouvoir le tester. Donc, c'est vrai que si vous en avez un peu… alors, un peu test, un peu virtuel. Je vais regarder ce que j'ai le droit de diffuser ou pas, parce que c'est des sûr. projets qui sont fournis par des bureaux d'études. Sinon, j'ai vu que vous aviez eu une présentation de Pléiade Confi. Eux, je pense qu'ils peuvent peut-être également… ils doivent avoir aussi une base de données, peut-être. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, on a aussi Pléiade Confi, donc on peut faire le RS2E, mais c'est toujours le fait qu'il faut qu'on prépare les données en amont. Voilà. Oui, tout à fait. Je vais regarder ce que je peux faire là-dessus pour vous fournir et un RS2E avec les éléments concernant le bâtiment et un fichier. Pour faire un cas d'école, quoi. C'est un peu ça. Voilà, plutôt pour pouvoir manipuler le logiciel et puis tester, ça fait un peu TPT, quoi. Je vais regarder ce que je peux faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. On va vous remercier pour tout ça. De toute façon, comme on l'a dit, donc ce webinaire sera mis en replay sur notre chaîne AUGC YouTube.